j'arrête la transcription. Voilà. Alors, petit mot introductif juste avant de démarrer le webinaire à proprement parler. C'est-à-dire que ce webinaire, en fait, fait suite à une analyse qui a été faite par Raphaël, donc, qui s'est présenté à l'instant, sur à peu près un an d'audits qui ont été réalisés. Juste pour vous rappeler, les premiers audits se sont déroulés à l'automne 2023, donc là, ça fait déjà plus d'un an. Et donc, c'était l'occasion aussi pour nous de pouvoir vous présenter une première analyse basée sur les rapports et les grilles d'audit de tous ces audits qui ont déjà eu lieu et en tirer voilà, quelques éléments d'analyse, quelques conclusions. L'objectif aujourd'hui, c'est aussi du coup de se rappeler un petit peu le sens de cette démarche, notamment vis-à-vis de ces résultats qu'on a pu récupérer. Voilà pour moi. Raphaël, à toi. Alors, si j'arrive à avancer, voilà. Donc, comme le disait Sonia, l'étude, elle porte sur les 6 premières commissions, donc de décembre 2023 à décembre 2024, soit 112 missions locales, dont 2 missions locales qui ont eu des audits de confirmation. Je ne sais pas si je reviens peut-être pas quand même sur les conditions d'obtention du label, si quand même. Donc, on passe bien en revue les 35 critères. On note sur une échelle de 1 à 4. 1 et 2, ça ne valide pas le critère. 3 et 4, ça valide le critère. Et les missions locales qui obtiennent 80% ou plus de critères notés en 3 ou 4 sont labellisées. Donc, on peut déjà dire par rapport à l'étude des 112 missions locales qu'aucun critère n'a été noté de niveau 1. Nous n'avions que des critères niveau 2, 3 ou 4. Donc, parmi ces 35 critères, il y en a 7 qui sont le plus souvent invalidés, c'est-à-dire qui sont au niveau 2. Et ces 7 critères sur les 35 représentent 65% des critères invalidés. Le premier qui arrive, c'est le 35 sur le plan d'amélioration continue. Ça représente 25% des structures. Ensuite, on a la comptabilité analytique qui représente 20% des structures, donc qui n'ont pas validé ce critère. Ensuite, la RGPD, la complétude du diagnostic territorial, le projet associatif, la cohérence du programme d'action par rapport au diagnostic et la lutte contre la discrimination. Donc, on est bien d'accord que cette analyse, elle porte sur les 112 premières missions locales qui ont passé la labellisation. Et aujourd'hui, il y a un certain nombre de ces critères qui automatiquement sont plus validés qu'ils n'étaient à l'époque, ce qui paraît logique parce qu'il y a eu plus de temps pour se préparer. En particulier le projet associatif. Vous voyez, il y avait 16% des structures qui ne validaient pas ce critère-là. Et la majorité des fois, c'était parce que le critère était en cours. Le projet était en cours de réalisation, mais la mission locale n'avait pas eu le temps de le réaliser complètement, donc elle ne le validait pas. On trouve ça de moins en moins. Donc, ces critères-là, le plan d'amélioration continue, la compta ANA, la RGPD, etc., restent les critères les plus invalidés, mais c'est vrai qu'au fur et à mesure du temps, on peut voir des choses s'infléchir. Ensuite, il y a 5 critères qui ont toujours été validés, donc 110 fois. C'est le 3 sur la dimension multipartenariale des financements, la diversité des champs couverts, l'action en direction des jeunes en précarité, fragilité, la diversité des modalités d'accompagnement et la qualité et l'efficience du suivi du parcours. Donc, la majorité, c'est l'offre de services vis-à-vis des jeunes. Donc, ça montre là que le point fort des missions locales, c'est bien l'offre de services vis-à-vis des jeunes, ce qui paraît complètement légitime et normal. Et ensuite, on en a 10 qui sont très rarement invalidés. Donc, ce n'est vraiment pas les critères sur lesquels les missions locales ont le plus de mal. Je vais les lire rapidement. C'est la contribution aux politiques publiques territoriales, la participation et l'initiative des jeunes, la clarté et la complétude des informations qui sont mises à disposition des jeunes, la complétude du diagnostic jeune, l'appui aux employeurs pour le recrutement, la représentativité de la gouvernance, l'adéquation de l'offre de services, les actions pour une connaissance partagée de la situation des jeunes, la dynamique d'innovation partenariale et la contribution aux actions et fonctionnement du réseau.
Je pense que si on refaisait ce travail aujourd'hui sur les 50 dernières missions locales validées, il y aurait quelques différences. Mais enfin, globalement, on peut quand même dire qu'entre les 5 qui sont toujours validés et les 10 qui sont très rarement invalidés, ça fait une quinzaine de critères pour lesquels les missions locales n'ont pas de difficultés particulières dans le cadre de la labellisation. Là, ils ont été classés pour montrer qu'on trouve des critères invalidés, donc de niveau 2, dans chacun des grands domaines, la gouvernance, les valeurs, l'ancrage territorial, l'offre de services et le management. Donc, dans chacun des domaines, voilà, on trouve des critères invalidés. Alors, c'est un peu plus fort dans le management, dans le domaine du management, ce qui semble logique puisqu'il y a moins de critères dans ce domaine-là que sur les autres domaines. Et donc, sur ce schéma-là, classé par domaine dans l'ordre du référentiel, vous avez en dessous les points qui pêchent le plus souvent. Donc, par exemple, si on prend gouvernance, le projet associatif, si on prend les valeurs, la lutte contre la discrimination, sur l'ancrage territorial, la complétude du DIAG et la cohérence programme d'action et DIAG, sur l'offre de services, les RGPD, et sur le management, le plan d'amélioration qualité et la compta. Ensuite, on a regardé le nombre de critères qui étaient invalidés par structure. Donc déjà, il faut noter que 30% des missions locales n'ont invalidé aucun critère. Ça veut dire que 30% des missions locales ont été labellisées avec uniquement des critères en 3 ou en 4. Ensuite, 23% des structures ont invalidé un critère, 16% 2 et 14% 3. Ça veut dire que 83% des structures ont jusqu'à 3 critères invalidés, ce qui montre que globalement, la majorité des structures collent bien aux attendus du référentiel et de la labellisation. Et on ne va pas lire la suite, mais pour globalement, une minorité des missions locales a des difficultés pour valider l'audit. C'était le cas des 2 qui ont eu des dossiers à retravailler, dont une qui a eu jusqu'à 11 critères invalidés. Ensuite, on a essayé de regarder par rapport à la taille des structures, si ça changeait quelque chose. Donc, pour rappel, c'est moins de 50, de 50 à 100 ou plus de 100. Donc, on a regardé les plus de 100. Alors, ce qu'il y a, c'est que c'est difficile de faire des statistiques sur des nombres de structures limitées. Et dans le cas présent, il y avait 8 structures de plus de 100 et 13 structures de 50 à 100. Donc, c'est vrai qu'il faut faire attention en termes de commentaires. Pour autant, on a analysé quand même pour voir si, comme ça, à première vue, il y avait des grosses différences. Et on s'est quand même rendu compte que sur les grosses structures, plus de 100, la moitié ont validé tous les critères. Et on l'a dit tout à l'heure que c'était 30% en moyenne sur toutes les structures. Donc, la totalité des structures de plus de 100 salariés ont invalidé moins de 3 critères. C'est 70% en moyenne sur toutes les structures. Ça veut dire que les grosses structures valident plus que les petites structures. Ensuite, on a regardé sur les structures. J'ai le tableau, mais… Voilà, j'ai désactivé le micro. On a fait la même chose sur les structures de taille intermédiaire entre 50 et 100 salariés. 84% des structures de 50 à 100 ont invalidé moins de 3 critères. Et pour rappel, c'est 70% de toutes les structures. Donc, voilà, elles valident mieux que les toutes petites, mais moins bien que les plus grosses. Donc, en conclusion, plus les structures sont importantes, moins elles invalident de critères. Voilà. Et donc, après, on a regardé quels étaient les critères qui étaient invalidés par rapport à la taille des structures. Donc, je n'ai pas fait de travail sur les plus de 100 parce qu'il n'y en avait que 8. Après, sur les moyennes, on trouve le plan d'amélioration qualité, le DIAG territorial, le projet associatif, même si les proportions ne sont pas tout à fait les mêmes. Mais enfin, en gros, c'est les mêmes critères que sur les structures plus petites. Et plus les structures sont petites, plus il y a une palette large de critères invalidés. Et puis, on a essayé de faire un focus sur les toutes petites, les moins de 15, pour voir s'il y a aussi quelque chose qui en sortait. Donc là, il n'y avait que 13 structures aussi. En gros, donc, ça rentre dans la moyenne des structures nationales. Il n'y en a que 15% qui ont validé tous les critères.
Pour rappel, c'était 30% de la moyenne des structures. Et globalement, 69% des structures ont invalidé moins de 3 critères, c'est 70% pour la moyenne nationale. Donc voilà, les petites structures, c'est clair, ont un petit peu plus de difficultés à valider et ont plus de difficultés à valider tous les critères. Mais ça reste quand même, enfin, relativisons, hein, ça reste toutefois des très bons résultats. Mais bien sûr, voilà. Ça veut dire qu'elle valide. Voilà, ça valide. Oui. On valide un petit peu moins de un critères petit peu, voilà, c'est ça. Les grosses structures ont tendance à être labellisées avec moins de critères invalidés que les autres, mais les petites et les moins de 15 sont aussi validées. Hein. Il faut faire attention. C'est vrai que quand on parle de critères invalidés, c'est négatif, mais pas du tout. En fait, les structures valident vraiment très, très bien leurs audits et on considère que le référentiel colle bien, enfin en tout cas que les structures correspondent bien aux attendus du référentiel sans problème particulier puisque la grande majorité valide tout en 3 et 4 et avec très peu de critères invalidés. Voilà. On peut peut-être rentrer. Après, c'est les mêmes, compta ANA, plan d'amélioration RGPD, enfin, c'est les mêmes que les 7 grands critères qui posent difficulté. Alors, un petit focus, quand une mission locale vous dit « j'ai tout validé, je suis à 100%, oui, c'est le cas de 30% des missions locales, mais donc ça veut dire qu'il n'y a pas de critères invalidés niveau 2, mais ça ne veut pas dire que tout est en niveau 4 et que tout est parfait, bien sûr. Donc, pour ces missions locales-là, la notation s'échelonne de 0 à 15 critères en niveau 3. Le petit graphique en dessous pour montrer que, bien sûr, il y a plus de critères en niveau 4 qu'en niveau 3, mais que quand on valide à 100%, tout n'est pas en niveau 4. Alors, en rentrant dans le détail, donc pour celles qui ont validé à 100%, vous en avez 15%, dont toutes les notes sont en 4, et la même chose, on met un petit bémol, c'est pas parce que toutes les notes sont en 4 qu'il n'y a pas de point de progrès de la mission locale, même quand tout est en 4, en règle générale, il y a des points de progrès dans chacun des domaines. Voilà, après il y en a 3% qui... je suis perdue, qui ont une note en niveau 3. Après, de 2 à 5 notations en niveau 3, 33%. De 6 à 10 notations en niveau 3, 26%. Et plus de 10 notations en niveau 3, 22,5%. Donc, ça veut dire quand même qu'il y a un certain nombre de notes en niveau 3 pour les missions locales qui ont validé à 100%. Alors ensuite, on a essayé de regarder l'analyse des commentaires des auditeurs sur les 7 principaux critères qui sont invalidés pour voir comment voilà, on pourrait aider et comment les missions locales pourraient progresser sur ces 7 critères invalidés. Le premier, donc, c'est la démarche d'amélioration continue. Alors, il faut dire aussi que le temps joue pour les missions locales, c'est-à-dire que l'amélioration continue, c'est quelque chose d'un peu nouveau dans les missions locales et qu'au démarrage, elles n'avaient pas vraiment eu le temps de travailler sur ce point-là. Au fur et à mesure, ça s'arrange. Néanmoins, on garde une absence d'outils de suivi pour le plan d'amélioration qualité et donc en préconisation, construire un tableau de suivi sur la base non pas que de la labellisation, mais aussi des axes stratégiques et du projet associatif, intégrer des pilotes, une temporalité, des notions de livrable et des indicateurs de résultats qualitatifs et quantitatifs. Ça, c'est ce qui revient le plus souvent en commentaire de ce critère 35. Et puis, se servir du plan d'amélioration qualité pour en faire un outil de pilotage de la qualité de la structure. Vient ensuite renforcer la communication autour de la démarche qualité et puis, un peu plus à la marge, améliorer le taux de retour des questionnaires. Alors, on a une main levée, je vous invite plutôt à écrire dans le chat et on vous répondra comme ça au fur et à mesure, si ça ne vous dérange pas. Merci beaucoup. Le 33 sur la compta. Alors, c'est un critère budgétaire et ce qui coince sur ce critère-là, c'est la partie comptabilité analytique. Donc, même chose au démarrage, pas de comptabilité analytique. Bon, au fur et à mesure du temps, la majorité des missions locales ont maintenant une esquisse de comptabilité analytique et se mettent au fur et à mesure du temps. En commentaire, donc, mise en place des outils en cours
Et puis, avec des suggestions du type nouvelle clé de répartition ou suivi des heures avec un pilotage, un logiciel de comptabilisation des heures travaillées. Manque d'exploitation, c'est-à-dire que quand bien même il y a une comptabilité analytique et que la mission locale peut produire un état analytique à 6 mois ou à 1 an, il y a des saisies, il y a l'état, mais il n'y a pas vraiment d'analyse et d'axes d'amélioration par rapport aux conclusions de cette comptabilité analytique. Sur la RGPD, pas de déploiement de la RGPD ou pas de référent, ou le référent n'est pas inscrit à la CNIL. Le plus souvent, c'est poursuivre la mise en conformité de la RGPD, poursuivre la sensibilisation ou la formation des salariés, un défaut d'information des jeunes sur la RGPD, et puis presque 100% des fois, une charte RGPD à formaliser en direction des partenaires. Sur le critère 11, la complétude du diag territorial. Le commentaire qui revient le plus souvent, c'est que le diagnostic n'est pas partagé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'implication des partenaires dans l'élaboration du diagnostic. Alors, parfois, il y a implication, mais c'est la façon dont la mission locale le présente qui fait qu'on n'est pas sûr qu'il y ait bien ce partage au niveau du diagnostic. Deuxième point, la valorisation de ce diagnostic auprès des décideurs publics, des élus, des entreprises, des partenaires. Deuxième type de commentaire par rapport au diag, c'est qu'il n'y a qu'une partie des champs d'intervention de la mission locale qui est couverte et qui revient souvent quand même. Qu'est-ce qu'on en fait de ce diag? Comment vous le mettez à jour? Comment vous allez le faire évoluer? Sur le 12, la cohérence entre le programme d'action et le diagnostic. Classiquement, pas de cohérence, pas de lien stratégique entre le diag territorial et le plan d'action. Ça peut s'expliquer parce que c'était le démarrage aussi des missions locales. Le diag territorial, il n'était pas fait forcément sous cette forme-là, c'était un peu une première. Les programmes d'action n'étaient pas forcément écrits et donc sur ce premier tour, on va dire, souvent les missions locales ont dissocié l'exercice, le programme et le diag, et évidemment, il est demandé dans ce critère-là de les associer pour que ça fasse un programme stratégique de la structure. Manque d'exploitation des données du diag, les enjeux de partage du diag territorial, alors je ne me souviens plus, structurer les échanges et retours vers les partenaires, les élus, les entreprises pour les engager dans l'action. Donc là, le partage du diag. Et puis, faire un document unique pour faciliter l'analyse et l'utilisation dans la planification stratégique et l'action territoriale. Donc ça, c'est le lien, comme on disait tout à l'heure, entre ce diag et le programme d'action, la planification de ce que la mission locale va mettre en place. Et puis, dernière chose, le plan d'action, quand il existe, n'est pas présenté en outil de pilotage de la structure, sachant que la structure a plusieurs outils de pilotage. On parle du pilotage par le plan d'amélioration qualité, mais aussi par donc, le plan d'action de la mission locale. On a une question mais qui suit tout à fait le point suivant, donc je te la pose maintenant, et comme ça, traiter tout ça en même temps. Donc, on a Frédéric Petitjean qui nous pose la question. Il est donc nécessaire d'intégrer dans notre plan d'amélioration continue les axes stratégiques du projet associatif. Donc, je te propose de parler du critère projet associatif et puis après on reboucle avec D'accord. la question. D'accord. Oui, d'accord. Donc, sur le projet associatif, le plus souvent, il n'y avait pas de projet associatif ou enfin, le plus souvent, le projet associatif n'était pas finalisé. C'est ça qui fait que c'était en niveau 2. Ou alors, pas de participation de la gouvernance, pas de validation de la gouvernance au niveau de ce projet associatif. Ou alors, un contenu succinct et pas de temporalité claire. Le projet associatif était écrit, il n'était pas daté sur un nombre d'années déterminé, il n'y avait pas de clause de revoyure sur ce critère qui était bien déterminé, enfin sur ce projet, pardon, qui était bien déterminé. Voilà ce qui arrive le plus souvent. Alors, pour revenir sur le plan d'amélioration, la question là, plan d'amélioration qualité, alors, comme son nom l'indique, le plan d'amélioration qualité, il pilote la qualité. Donc, dans le projet stratégique de la structure, il peut y avoir un certain nombre de choses qui correspondent ou non à une évolution qualitative de la structure. Si c'est en lien avec le service rendu, par exemple, vis-à-vis des jeunes, oui,
on mettra en lien le plan d'amélioration qualité et le projet stratégique de la structure. Tout ne va pas dans le plan d'amélioration qualité. Alors, ce qui se passe le plus souvent actuellement, c'est que comme c'est le premier plan d'amélioration qualité, les missions locales prennent la labellisation comme guide et rentrent dans le plan d'amélioration qualité le travail qui est à réaliser dans chacun des 35 critères pour pouvoir être labellisé. Pourquoi pas? C'est un début, c'est le démarrage. Après, d'abord, il y aura beaucoup de choses qui seront déjà réalisées, donc il va falloir le faire évoluer assez vite. Et puis ensuite, normalement, on rentre aussi dans ce plan d'amélioration qualité, le lien avec le projet associatif et la feuille de route qui traite de la qualité d'organisation de la structure, qualité du service rendu, enfin, ce que vous pouvez trouver en lien. On rentre aussi le lien avec les enjeux stratégiques, le projet stratégique souvent qui est présenté lors de l'Assemblée générale et qui est défini dans le bilan, à la fin du bilan d'activité. Donc, il y a des lignes directrices en lien avec la qualité que l'on met dans son projet d'amélioration qualité. Dans le diac territorial, on peut aussi trouver des lignes qui sont en lien avec le plan d'amélioration qualité. Donc, en fait, il y a plusieurs outils de pilotage. La feuille de route, c'est ce qui va se mettre en place sur l'année à venir, possiblement même avec une petite perspective de l'année d'après, et qui prend en compte ce que la mission locale va faire en lien avec ses objectifs, son projet stratégique et les grandes lignes de son projet associatif. Et il y a le plan d'amélioration qualité qui pilote la qualité de tout ça. Donc, tout est en lien, mais tout ne rentre pas dans tout. Voilà. Si j'ai répondu. Et je pense qu'on refera aussi un petit point à ce sujet-là à la fin du webinaire, mais il faut vraiment considérer cette démarche de labellisation. Donc là, c'est effectivement un premier pas. Alors au début, il y a beaucoup d'éléments, de documents sur lesquels on n'avait pas fait de formalisation, donc qui a constitué un gros travail. Mais tous ces éléments, après, vont, comme le disait très bien Raphaël, vont s'imbriquer les uns les autres et vont se nourrir mutuellement. Donc si je prends un exemple, par exemple sur l'offre de service, continuer à mettre en place le SEJ, voilà, ça c'est la feuille de route de la mission locale. Si dans cette feuille de route par rapport au SEJ, c'est implanter le SEJ dans une antenne à tel endroit parce qu'on est dans la ruralité, ça peut faire partie du plan d'amélioration qualité. Dans la feuille de route, analyser les questionnaires de satisfaction des jeunes pour leur offrir le meilleur service possible, ça c'est la stratégie de la structure. Par contre, si dans l'analyse que vous faites du retour des jeunes, il est dit que la mission locale, elle est bleue et que les jeunes, ils préfèrent le rose, vous pouvez mettre dans votre plan d'amélioration qualité, repeindre les locaux en rose. Voilà. Alors, on a une question, on est encore sur le plan d'amélioration de la qualité. On va continuer rapidement, puis après on avancera. Bonjour, dans l'évaluation du plan d'amélioration de la qualité, est-ce que l'actuelle diminution des financements est prise en compte? Exemple, le diagnostic territorial a mis en évidence des axes à travailler, axes qui ont été repris dans le projet associatif. La réalité financière du moment nous impose de revoir nos priorités avec plutôt un maintien de la qualité qu'une amélioration. Alors, là-dessus, je ferai déjà un tout premier mot, c'est pour dire que alors les auditeurs internes au réseau, déjà, ils sont connaissants de la situation, et les auditeurs AFNOR ont également été informés du fait que la situation en ce moment, l'actualité était quand même particulière, et qu'il faut s'attacher, comme on leur a toujours dit, à prendre vraiment en considération la réalité du terrain et les éléments qui sont mis en place pour faire au mieux. Donc, ça, c'est déjà un premier point. Raphaël? Moi, j'aurais tendance à dire que vous avez inscrit quelque chose dans votre plan d'amélioration qualité. Il se trouve que vous aviez mis une date 2026 pour réaliser ce projet-là. Voilà. Et puis là, plus de financement, possibilité de plus avoir la personne qui devait mettre en place cette partie-là, cet outil-là, cette permanence-là, enfin, j'en sais rien.
Auquel cas de solution, dans votre plan d'amélioration qualité, soit vous en tirez les conclusions que ce n'est plus possible de le mettre en place et vous abandonnez ce point-là, soit vous le reportez à 2027 si vous pensez qu'en 2027, ce sera plus facilement réalisable, et vous pilotez votre plan d'amélioration qualité de cette façon-là. L'important, de toute façon, c'est toujours de pouvoir, je pense que ça, c'est un petit peu le point général de toute la démarche, c'est de pouvoir expliquer. Voilà. Expliquer ses choix, expliquer pourquoi on met en place telle action plutôt que telle autre, justement, les histoires de priorisation. Donc, il faut juste être en capacité d'expliciter les choses. Après, pour être très clair, les auditeurs n'ont absolument en aucun cas à juger de ce que vous mettez prioritaire, pas prioritaire, et de la façon dont vous allez piloter et votre stratégie de structure et votre plan d'amélioration qualité. Ils sont là pour voir, c'est un jeu de preuves, d'outils, donc ils sont là pour regarder cet outillage, voir si ce tableau de suivi d'amélioration existe, voir comment vous le pilotez et qui fait quoi. Le contenu, il est vraiment à votre main. Merci beaucoup pour vos questions. N'hésitez pas à continuer. Alors, on continue sur un des critères qui posait souci, qui est la lutte contre la discrimination. Alors, qu'est-ce qui est dit en commentaire sur ce critère-là? Absence de documents sur la discrimination, ou absence de support dédié aux jeunes, ou absence de documents destinés aux partenaires. Le plus souvent, c'est aux partenaires. Sur les jeunes, on voit des choses qui sont affichées, mais enfin, des fois, il n'y a pas grand-chose. Voilà. Ou alors, absence de référent dans la structure. Voilà pour l'analyse de ce qui se dit le plus souvent. C'est vraiment pluriel. Hein. Vous imaginez que sur 112 audits, il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites en point d'amélioration. Mais enfin, voilà, le principal de ce qui a été donné comme commentaire sur les 7 critères les plus difficiles à valider pour les missions locales. Alors ensuite, on a fait un petit focus sur la GPEC parce que ce critère-là est assez souvent validé niveau 3, rarement niveau 4. Pour aider les missions locales à continuer à avancer sur ce point-là, qui est quand même un point qui est important dans le cadre du pilotage d'une structure, les commentaires des auditeurs étaient les suivants. Ce que je vous disais tout à l'heure, même si on est en 3 ou 4, il peut y avoir des points d'amélioration de la structure. Donc, il était noté par rapport à la GPEC un besoin de formaliser et de structurer la GPEC. On a souvent des tableaux de présentation des formations, et ils sont pluriels, hein, les missions locales forment énormément, mais on ne peut pas forcément toujours considérer que ce sont des plans de développement des compétences. Il manque la centralisation des outils de suivi liés aux compétences. On peut imaginer par exemple qu'il y a bien les entretiens professionnels, qu'il y a bien un tableau des formations, mais il n'y a pas forcément de lien direct entre les deux. L'idée là aussi, c'est de poursuivre la mise à jour du référentiel des compétences. Je ne sais plus pourquoi c'était noté comme ça, mais bon, en tout cas, je pense que là, c'était plutôt de dire que bien mettre en lien le travail du salarié et le référentiel des compétences qui existent. Ça, on le retrouve relativement peu. Ensuite, mettre en place des outils de pilotage pour les entretiens professionnels. Donc, c'est qu'il devait en manquer quelque part. Et puis, la mise en place d'outils pour évaluer l'impact des formations, puisque dans le tableau, on voit bien les formations, mais on ne voit pas ce que ça crée, puisque souvent, ce n'est pas lié à l'évolution des compétences des salariés. En tout cas, ce n'est pas tracé comme ça. Et intégrer donc le développement des compétences dans une perspective d'amélioration des services. On demande sur ce critère-là de mémoire quel pourcentage des formations est lié à l'offre de services. C'est très rarement tracé dans les plans de développement des compétences. En gros, si on résume le point sur la GPEC, c'est plutôt… donc effectivement, les structures forment leurs salariés, mais oui. On n'arrive pas à se représenter ou à visualiser vraiment la prise de hauteur et la stratégie qu'il y a derrière un petit peu ces formations et tout le suivi qu'il y a par rapport à la montée en compétences et éventuellement
à l'évolution de nos métiers. Donc, c'est plutôt sur ces sujets-là, en fait, hein, si je résume. C'est ça. Et puis, dernier point, mettre en exergue les moyens alliés au développement des compétences. Donc, souvent, ce tableau de présentation des formations, c'est les formations. Il n'y a pas forcément de chiffrage et pourtant, à mon avis, c'est vraiment très important, quantitativement parlant, et très valorisant pour les missions locales. Donc, de chiffrage de ce que coûte toute la formation des salariés, à la fois le coût lui-même, à la fois les déplacements, le coût du salarié, et puis qu'est-ce qu'on met dans formation? Ça peut être une question qu'on se pose, puisqu'on ne trouve pas forcément dans ces tableaux récapitulatifs, par exemple des webinaires ou des temps de formation chez les partenaires, des choses comme ça. Donc voilà, l'idée c'était de montrer que quand bien même ce point gestion prévisionnelle des emplois des compétences était validé le plus souvent en 3, enfin parfois même en 4, il y avait quand même beaucoup de travail encore à effectuer sur ce champ-là. Ensuite, les points de progrès qui sont cités régulièrement dans les commentaires des auditeurs, la participation des élus, la formalisation des comptes rendus des instances, et essentiellement au-delà des CA, des bureaux, etc., les comités ou les temps de travail qui se font avec les instances représentatives des structures, la cohérence du projet associatif, du programme d'action, du plan d'amélioration qualité, on en a déjà parlé un petit peu, et c'est vrai que là, souvent, il y a un travail de mise en cohérence à faire, des outils de suivi dans l'emploi des jeunes, la formalisation des partenariats, des conventions partenariales, du suivi et surtout de l'évaluation des partenariats. Et pour finir, je crois, des remarques générales. Donc, on le disait tout à l'heure, en 2023, il y a un certain nombre de sujets, projets associatifs, comptes analytiques, etc., qui étaient en cours, qui n'étaient pas encore tout à fait finalisés. On le retrouve moins en 2024 et possiblement, l'analyse n'a pas été faite, mais encore moins en 2025, puisque là, tout le monde s'est mis en ordre de marche sur ces sujets-là. Des niveaux 4 sur le plan d'amélioration qualité, le plan de développement des compétences, mais avec des commentaires, on l'a vu tout à l'heure, et des pistes de progrès. Des rapports d'audit qui sont très variables, parfois très détaillés, parfois succincts. Donc, voilà. C'était juste pour sur ce point-là, quand même, à ajouter. Alors, effectivement, parce qu'on a des retours, on essaye, il y a vraiment un gros travail d'harmonisation qui est fait. C'est long, ça prend du temps. Chaque auditeur a aussi sa façon de travailler, interne et externe, hein, c'est pareil. Donc, il y a tout un travail d'harmonisation qui est effectué. On voulait aussi émettre une petite alerte sur le fait de faites attention, parce qu'on a tendance à faire ça, à comparer entre structures, des fois, les éléments qui vous ont été renvoyés, rapports, grilles. On a la tentation de faire ça, mais c'est pas forcément très parlant parce que une note, un commentaire s'inscrit dans un environnement spécifique qui n'est pas celui de votre mission locale. Donc, ne rentrons pas trop dans des comparaisons de ce type, parce qu'elles sont rarement très efficaces et très pertinentes. C'était juste un petit point d'alerte là-dessus. Et donc, pour finir sur ces rapports d'audit, ça c'est l'écrit, mais normalement, à la fin de votre audit, il y a un récapitulatif des points forts et des points faibles de votre structure qui est fait à l'oral. Donc, voilà, c'est le moment où il faut bien écouter quelles sont les pistes proposées par les auditeurs. Alors, on va passer, on va passer a priori, pour l'instant, non, mais j'imagine qu'elles peuvent encore arriver. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions. Par rapport à tout ce qu'on vient de voir, on va passer dans une deuxième partie du webinaire. D'ailleurs, je pense qu'on va durer moins longtemps que ce qui était affiché au démarrage. Donc, comme ça, on vous libérera plus tôt. Par rapport à tout ce que vient de présenter Raphaël sur l'analyse qualitative et quantitative des résultats des 112 premiers audits, on s'est dit aussi qu'il pouvait être intéressant juste de redonner un petit peu de perspective aussi et de se rappeler la démarche engagée pour la labellisation, qu'au-delà du label, au-delà de cette démarche, on va dire, qui a été lancée, c'est aussi un gage de sens. C'est aussi juste remettre ces éléments-là et tout le lien dont on parlait tout à l'heure entre le projet associatif, le diagnostic de territoire, les questionnaires de satisfaction des jeunes,
le plan d'amélioration de qualité, tous ces éléments-là permettent notamment de se rappeler aussi le sens de ce qu'on fait, pourquoi on avance. C'est un petit peu des retours qu'on a eus sur le sujet. Donc, on souhaitait juste faire un tout petit focus là-dessus pour se rappeler un petit peu quel est le sens de tout ça. Les objectifs du label, on voulait quand même se les rappeler parce que ça fait jamais de mal. C'était aussi garantir la cohérence du réseau à l'échelle nationale. Ça ne veut pas dire qu'on gomme nos spécificités, bien au contraire. C'est juste pouvoir affirmer l'identité et la spécificité du réseau. C'est-à-dire que c'est un réseau qui a une identité, on va dire, plurielle, parce qu'on a des environnements qui sont tous différents, mais on a aussi une identité commune qui fait qu'une mission locale, maintenant, on avait un petit peu de mal jusqu'à maintenant à pouvoir donner un document qui disait qu'est-ce qu'une mission locale. Cette démarche contribue à ça. Et c'est aussi donner confiance aux financeurs et aux partenaires. C'est de la crédibilité, de la légitimité en explicitant et en montrant que l'ensemble du réseau et l'ensemble des structures qui sont partie prenante de ce réseau se mettent volontairement dans une démarche d'exigence, une démarche de qualité, et ça permet de valoriser l'ensemble des actions qu'on mène, de les montrer et de montrer la qualité de ce qu'on fait. Voilà, c'est un petit peu ça aussi les objectifs du label. Et le label, c'est aussi l'opportunité de prendre du recul. C'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure sur le projet associatif, les axes stratégiques, le diagnostic territorial. C'est retravailler sur nos valeurs, redonner du sens aux actions et sortir aussi parfois de l'aspect uniquement financier. C'est repenser ses pratiques, c'est favoriser une approche collaborative sur un projet commun. C'est réellement un formidable outil de management et un levier pour améliorer nos pratiques. Tout ça, ce sont des éléments en fait qu'on a eu comme retour pour des structures qui ont déjà passé l'audit. D'après les participants aujourd'hui, je crois que certaines ont déjà passé, d'autres ne l'ont pas encore fait. N'hésitez pas à nous mettre en commentaire d'ailleurs des remarques, si c'était le cas, ou des questions. C'est vraiment quand même, effectivement, la labellisation, c'est un projet qui demande du temps. Il y a beaucoup de travail à effectuer parce que, notamment en termes de formalisation de réseau, a beaucoup de travail à faire. Mais en dehors de cet aspect très chronophage et très lourd à porter au démarrage, il faut vraiment aussi se remettre en tête les bénéfices que ça va apporter, notamment en termes de management de la structure. C'est assez un peu ressenti dans tout ce que présentait Raphaël tout à l'heure, mais c'est qu'on a eu de nombreuses avancées, c'est-à-dire qu'on a mis en place, on a actualisé de nombreux outils. Il y a beaucoup de structures qui ont mis en place, qui ont réactualisé leur statut pour les faire coller à la réalité, qui ont réintégré d'ailleurs la notion de participation des jeunes, participation des salariés, les projets associatifs, la comptabilité analytique, la RGPD, le plan de développement des compétences, le diagnostic territorial, les procédures de suivi, la satisfaction des jeunes. Voilà, tous ces éléments. Alors effectivement, ça donne le tournis, ça fait beaucoup de choses, mais en même temps, il faut aussi se rendre compte de tout ce travail qui a été accompli et aussi en être fier. C'est un petit peu aussi ce message-là qu'il faut faire passer lorsque vous présentez votre labellisation, notamment aux financeurs et aux partenaires. C'est dire à quel point les structures et le réseau dans son ensemble ont avancé et ont avancé d'un pas de géant en peu de temps. Et c'est quasiment la fin. C'est les paroles des audités. On vous a remis quelques citations, des retours qu'on a eus. Il y a notamment la méditation, ça a été beaucoup de travail. Ça, c'est une réalité, on en a conscience. N'ayez pas peur à ce sujet. On a conscience du fait que c'est beaucoup de travail, mais c'est aussi, et c'est là-dessus qu'on voulait terminer, vraiment une opportunité de faire avancer nos structures avec les équipes, avec les élus, avec les jeunes, avec les partenaires. Donc, vraiment, gardons tout ça en tête, gardons ce sens de la labellisation et un petit peu, prenons aussi de la hauteur par rapport à notre quotidien. Et voilà, voilà, ça va être terminé pour cette fois-ci. On vous a remis le Plan Blue Check Act qui trace un petit peu le principe d'une démarche qualité. N'hésitez pas si vous avez des questions, des remarques, des commentaires. Nous sommes là. Il nous reste encore quelques temps. Et comme je vous le disais, on va vous libérer plus tôt que envisagé précédemment.
Frédéric, mais je ne sais pas si… Alors, je pense que Frédéric Petitjean, c'est la question de tout à l'heure. Je ne sais pas si c'est une nouvelle question. Couper les micros, peut-être. Oui, mais Non. Pas de questions, pas de remarques. Des surprises, pas de surprises. Oui, ça. peut-être des surprises. Est-ce que vous êtes surpris par rapport… Là, vous pouvez réutiliser les micros à condition de lever la main. Bonjour. Pardon. Oui, allez-y. Bonjour. Bonjour, une petite question, s'il vous plaît. On s'attendait à ce que le diagnostic de la situation des jeunes soit disponible avec le nouvel outil France Travail. Donc, c'était prévu au mois de janvier. Donc, c'est vrai qu'on n'avait pas formalisé un document pour faire ce diagnostic. Or, la mise en place du diagnostic avec France Travail est reportée. Moi, j'ai l'audit d'ici 2 mois environ. Il n'est pas certain que cet outil soit déployé. Donc, est-ce que… Comment… vous continuez comme vous auriez… Si l'outil n'est pas déployé, vous continuez comme vous auriez fait si cet outil n'existait pas. On sait, on l'a au-dessus de la tête, l'outil, on sait bien qu'il arrive, voilà. Donc, l'idée, c'est de montrer aujourd'hui comment votre structure fait le diagnostic de la situation du jeune. Oui, donc on reste sur nos pratiques voilà. Historiques. Et quand ce sera mis en place partout sur le territoire et qu'il y aura cet outil commun, possiblement, d'abord, tous les auditeurs seront au courant et ensuite, possiblement, on fera un petit peu évoluer la façon dont on analyse le diagnostic quand on va dans les missions locales. Mais comme je le disais tout à l'heure, les auditeurs AFNOR, on leur a dit aussi que ça allait prendre du temps. On leur a explicité quand même qu'il y avait de gros impacts suite à la loi pour le plein emploi, qu'il y avait de nombreux impacts qui allaient intervenir, notamment sur les questions SI, mais que ça allait prendre du temps, donc on risquait aussi de rentrer dans une période de transition. Mais comme le disait très bien Raphaël, montrez ce que vous faites là à l'heure actuelle. Très bien, merci. Oui, alors j'ai peur d'écorcher votre nom. Non, c'est pas grave. Voilà, moi d'abord, je tenais à vous remercier parce que je passe mon audit au mois de mai. Donc cet échange est hyper important. J'avais une question en fait en ce qui concerne la GPECT, c'était bien ça, sur les compétences. Et j'ai un peu du mal parce qu'effectivement, à chaque entretien annuel, je fais un recensement des tableaux, en fait, des besoins de formation des salariés. C'est à partir de là que je fais mon plan de formation. Mais par contre, vous avez parlé d'évaluation, d'évaluer les formations et je suis un peu perdue là, j'avoue. Enfin, je suis désolée, je suis malade, donc j'ai la voix un peu coupée. Alors déjà, je pense que c'est très bien si vous faites vos entretiens et que vous retranscrivez les besoins de la structure du salarié dans un tableau global qui pilote les formations tout en rajoutant possiblement au fur et à mesure d'autres formations qui n'étaient pas prévues. Déjà, c'est parfait. Après, l'évaluation des formations, ce serait à 2 niveaux. C'est d'abord, est-ce que la formation a apporté ce que le salarié allait y chercher? Et ça peut servir dans certaines structures quand on réinscrit des salariés sur cette même formation. Ça peut être aussi comment moi j'ai été formée et comment je redonne l'information à d'autres salariés de la structure qui n'iront pas en formation mais pour lesquels je peux quand même apporter quelque chose. Et troisième temps de l'opération, quand la mission locale a la chance d'avoir un outil global en termes de formation, est-ce que quand j'ai été en formation, c'était pour acquérir une compétence, laquelle? Et puis du coup, est-ce que j'ai bien acquis cette compétence à la fin de la formation? D'accord. C'est beaucoup plus clair, je vous remercie, parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses qu'on fait et puis qu'on ne pense pas de les dire le jour de l'audit, en fait. Et là, c'est vrai que votre échange me dit, là, dans ce que vous venez de dire, effectivement, il y a des choses qu'on met en place et je n'avais pas pensé à le mettre sur l'audit. Donc, merci, je vais le mettre. Et je vous en prie, bon courage pour votre audit. Merci beaucoup. Globalement, le retour que vous avez, c'est globalement des choses qu'on observe. C'est-à-dire que le réseau fait beaucoup de choses. Après, la question, c'est d'être en capacité de le montrer. Et de piloter. Et de piloter, voilà, les choses. Mais c'est toujours un petit peu ça. Hein. Et de penser à se dire, je fais ça, en fait, oui, c'est valorisable. Merci. Est-ce que nous avons d'autres questions ou remarques?
Ça fait sembler que non. Eh ben, écoutez, on vous remercie beaucoup. On reste bien sûr à votre disposition si jamais vous avez d'autres questions, d'autres réflexions, des remarques. Comme je vous le disais tout à l'heure, ce webinaire a été enregistré. Il va vous être envoyé un lien pour pouvoir le revoir. Il sera envoyé de même à l'ensemble du réseau. On vous remercie beaucoup pour votre participation. On espère que ça a répondu à vos attentes, à vos questions. Et on vous dit à une prochaine fois. Un grand merci. Merci.